Bienvenue. Alors, nous allons pouvoir commencer. Clémence et Eric sont là avec nous pour 45 minutes sur la résilience, l'autre enjeu du déconfinement. Je suis Sidonie Lacombe de l'équipe Innovation et Pédagogie de la Maison APM et nous allons passer ces 30 minutes d'échange ensemble avec Eric et Clémence. Et puis, donc, sur les 10 dernières minutes, comme d'habitude, nous prendrons vos questions pour échanger avec vous sur vos attentes. Deux experts APM aujourd'hui, Clémence qui nous a rejoint il y a 10 ans maintenant à l'APM, Eric depuis 30 ans maintenant. Alors pour parler de résilience aujourd'hui, c'est effectivement un sujet qu'on souhaiterait illustrer. C'est effectivement dans cette crise, on a peu entendu pour le moment les conséquences qu'il peut y avoir sur les équipes, des conséquences très disparates. Il y a celles et ceux qui ont beaucoup donné pendant cette période de confinement, celles et ceux qui étaient ou qui sont en chômage partiel. Que va-t-on attendre d'eux dans cette reprise? Il est donc aujourd'hui important d'y consacrer du temps pour entretenir leur résilience tant individuelle que collective. Donc, pour traiter du sujet aujourd'hui, Clémence, qui est praticienne, enseignante et formatrice en gestion du stress dans la performance et le sommeil. Clémence, tu interviens en entreprise et dans les médias, notamment sur les sujets de santé et de qualité de vie au travail. Tu vas nous apporter aujourd'hui ton éclairage de scientifique puisque tu es formée en psychothérapie, sophrologie, méditation de pleine conscience et cohérence cardiaque. Tu aimes à dire en tant que praticienne que ton cabinet est ton laboratoire. Et tu as aussi écrit 2 ouvrages, celui en 2016, Bien dormir sans médicaments, et en 2018, un ouvrage qui s'intitule Trouver ses forces intérieures, surmonter le stress et le burn-out. Eric, toi, donc, tu es psychiatre, tu as créé et tu diriges le cabinet USIDE, anciennement IFAS. Donc, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les mutations culturelles et les comportements individuels et collectifs. Tu accompagnes les entreprises dans les dimensions humaines telles que la stratégie managériale, l'efficacité collective ou bien encore la qualité de vie au travail et le talent management. Tu es éditorialiste aux Échos et puis tu as écrit plus de 10 ouvrages, dont celui en 2014, Le management en question, les réponses d'Éric Albert, et en 2019, Le manager est un psy. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Eric, qu'est-ce que la résilience et pourquoi avons-nous besoin de résilience aujourd'hui? Je te laisse la parole. Alors, la résilience, c'est cette capacité très spécifique qu'on peut avoir ou pas de à la fois rebondir face à une période qui a été particulièrement difficile ou traumatisante et s'adapter de façon différente à une situation nouvelle. Alors, on distingue classiquement la résilience individuelle, dans laquelle vont entrer des dimensions comme la confiance en soi, la vision optimiste des choses, la capacité à créer des réseaux, on va reparler de tout ça. La résilience collective, qui va se jouer beaucoup sur la capacité à s'aligner ensemble sur des sujets communs, donc avoir des objectifs communs et la capacité beaucoup à avoir une qualité relationnelle de très bonne qualité. Et puis la résilience organisationnelle, qui va reposer notamment sur la capacité de décision, la capacité à faire adhérer les différents acteurs de l'organisation à ces mêmes décisions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de résilience vraiment en ce moment très spécifiquement? C'est que, évidemment, on a vécu tous une période traumatisante qui nous a demandé à tous de nous adapter de façon très, très, très importante, mais d'une certaine façon, on a mangé notre pain blanc. Pourquoi? Parce que on était tous mobilisés ensemble sur un objectif commun. Il y a presque eu quelque chose qui est du registre d'une communion collective, y compris nationale, dans un enjeu commun où tout le monde était dans le même but, qui était de faire face à une situation très nouvelle, très particulière, et avec cette mobilisation.
Alors, ça a été plus ou moins pénible selon les personnes, plus ou moins difficile, etc., plus ou moins traumatisante, parfois avec des deuils, évidemment, des choses très douloureuses. Mais on arrive maintenant à la fin de cette situation. Donc, il y a un effet dans lequel on se dit, ouf, on va avoir un soulagement. Sauf que on rentre dans une autre période qui va être beaucoup plus longue, qui est une période de crise économique très difficile, probablement pour presque tous les chefs d'entreprise, enfin toutes les entreprises. Rares sont celles ou très minoritaires sont celles qui vont bénéficier de ce qui s'est passé. Et on va devoir s'adapter collectivement, alors que on aura beaucoup moins de mobilisation commune. Et du coup, et tout ça dans une perspective. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Bon. Tout ça dans une perspective dans laquelle il va y avoir des divergences des acteurs sur leurs priorités, alors que les priorités étaient communes dans un premier temps. Donc, c'est très, très important à la fois pour les dirigeants, pour les entreprises, pour les équipes, que nous arrivions à constituer vraiment les conditions de la résilience de nos entreprises, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Merci Eric. Clémence, est-ce que tu peux, toi, par rapport à ce que vient de nous exposer Eric sur la résilience, nous donner ta définition et puis peut-être les états qui ont été constatés qui ont ou qui auront des influences sur le management? Oui. Oui, d'abord, c'est vrai, c'est une notion dans la résilience, il y a une notion d'émergence, une notion de rebond. Vous savez que je parle beaucoup d'énergie, on doit transformer une énergie qui a été inhibante, hein, on a eu peur, on peut appeler ça une énergie négative, mais c'est plutôt une énergie d'arrêt, en énergie transformante, qui va redonner de l'élan, qui va permettre de sortir plus grand d'une crise. La résilience, elle va être en mosaïque parce qu'elle va être très liée à l'individu et à chaque entreprise qui correspond à un individu symbolique. On peut aussi, on va voir qu'on va résilier en passant par plein de phases du deuil, ou peut-être un autre mot qui est résilier, parce que toutes les entreprises ne vont pas résilier. Ce qu'on peut déjà constater pendant la crise, c'est que cette expérience a permis de faire sans être parfait. On a tous laissé faire les équipes sans être parfaits, sans leur demander d'être parfaits. Donc, il y a une notion de tolérance à l'erreur, aux erreurs, droit à l'erreur qui a émergé et qui a permis de progresser, de s'adapter. Et dans la résilience, il va y avoir cette tolérance de répéter, de droit à l'erreur, en associant avec le besoin de l'humain avant tout. On a eu besoin de l'humain et si possible, le plus équilibré possible. Alors, on a utilisé vraiment ce qui a permis de traverser cette première phase, c'était la phase de résistance. On n'a pas été dans une phase encore de décompensation, on a été dans une phase de résistance avec des personnalités qui ont été plus ou moins résistantes, adaptables, créatives. C'est surtout ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est passé d'un état d'ignare, un peu celui qui ne sait pas, à celui d'ignorant. C'est déjà pas mal, c'est celui qui ne sait pas, qui sait maintenant qu'il ne sait pas grand-chose. Parce que c'est ça qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On va devoir manager dans l'incertitude, on va devoir piloter dans l'incertitude. Et là, c'est ce qui était avant aléatoire, c'est-à-dire difficile à décrire, mais on peut l'anticiper, l'imaginer, à là complètement incertain. C'est pour ça qu'on parle d'incertitude, quelque chose de nouveau. Et cet incertain devient réalité. Donc, on a des niveaux d'incertitude différents. Ils sont classifiés d'ailleurs en sociologie dans les niveaux d'incertitude. On peut avoir des incertitudes liées à des futurs distincts, mais qui sont envisageables, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place une stratégie. Et en général, l'entreprise, l'entrepreneur, les équipes aiment bien mettre en place des stratégies puisées dans le passé avec une certitude que c'est envisageable comme ça. Il y a aussi le niveau un peu supérieur dans l'échelle d'incertitude qui est plusieurs futurs distincts. Alors, plusieurs futurs destins, on commence à entendre la notion de si. Quand les gens vous parlent avec du si, ils sont déjà dans le deuxième niveau d'incertitude. C'est des scénarios d'options, on appelle ça. Donc, l'entrepreneur, il va peut-être se retrouver, il va voir dans quel niveau un si va se situer dans l'incertitude, s'il commence à utiliser les si. Mais il y a aussi le troisième niveau qui est le champ des possibles. Et là, on va entendre, ça vous permet comme ça de les repérer, c'est le « et si ». Et si, c'est-à-dire c'est des scénarios imaginés. Ça fait appel de la créativité.
Et on est déjà au 3e niveau d'incertitude. Donc, probablement qu'on va se balader dans ce pilotage de management ou piloter son entreprise dans l'incertitude suivant des niveaux. Le 4e niveau, c'est celui qu'on vient de franchir mais qui s'est arrêté. C'est l'ambiguïté totale. C'est apprendre, enfin, qui ne s'est pas du tout arrêté, justement. C'est apprendre à faire avec des hypothèses, avec des probabilités. C'est pour ça qu'on va avoir une émergence on aura besoin dans les entreprises de plus en plus de modélisation avec des probabilités, de faire des hypothèses. On n'est plus du tout dans un modèle rationnel où on envisage des solutions qui ont fonctionné, qui ont déjà eu des résultats. On va fonctionner par analogie. C'est des analogies non thématiques, et bien c'est exactement ce qu'on fait avec l'APM. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment interpellée dans le pilotage incertitude. J'espère que les dirigeants de l'APM ont piloté dans l'incertitude en faisant ces analogies, parce que je pense que chaque expert vient avec son monde, son univers. Ils permettent déjà aux dirigeants APM de s'entraîner à piloter dans l'incertitude au 4e niveau, c'est-à-dire par analogie, en créant des solutions. C'est-à-dire qu'il transpose l'univers de l'expert dans son univers et ça lui permet d'atteindre ce niveau qui est le dernier niveau de pilotage d'incertitude, qui est complexe. Et c'est un entraînement. Hein. La résilience, c'est un entraînement. Je peux peut-être juste préciser qu'on va avoir 2 niveaux de résilience. On a une résilience en créneau, qui pour moi n'est pas une vraie résilience, c'est-à-dire juste, on était avec une activité économique dans l'entreprise voilà, forte, ça s'est stoppé net, c'est un créneau, et là ça repart et ça va repartir avec de l'adaptabilité, mais entre guillemets, ça va remonter, puis ça va repartir. Et puis, on a la vraie résilience où on avait une activité économique avec déjà peut-être des failles. On était peut-être déjà sur une pente descendante, ça va descendre. Et là, on n'est plus sur une courbe en créneau, mais on est sur une sinusoïde. Et ça va descendre. Et là, on va descendre vraiment dans les étapes du deuil et jusqu'à la mort. Alors, pour l'entreprise, c'est souvent la mort d'une trésorerie. Ce n'est pas que la mort du client, du fournisseur, mais c'est un ensemble de systèmes qui s'écroulent. Alors, je ne vous le souhaite pas parce que c'est vraiment la vraie résilience, elle est douloureuse. Elle fait cette mort, elle remonte. Donc, c'est une énergie qui va être fluctuante, qui va devenir faible, qui va se poser. Et pour une renaissance, pour qu'elle reparte, là, il va falloir effectivement faire de l'expérience avec du quête de sens, partir à la quête du sens. Et une fois que c'est trouvé, ça y est, l'énergie remonte. On sait qu'on sort du deuil, de cette étape du deuil. L'énergie, c'est la mobilisation, la croissance. Mais ça prend du temps et c'est peut-être probablement... Je dirais que dans la résilience, le plus douloureux, c'est la gestion du temps. C'est la gestion du temps qui est longue. Hein, c'est très, très long. Jeudi, il y aura un expert APM sur le deuil. Ça va être génial parce que ça va compléter sur cette phase qui est très douloureuse et deuil. Mais voilà, on va avoir voilà, des entreprises en créneau et puis des entreprises en sinusoïde. Ce n'est pas parce qu'on a la sinusoïde qu'on ne s'en sort pas. Au contraire, c'est là que tout se place. C'est la résilience. Il faut garder le cap. Merci Clémence. Alors tu as mis le doigt sur 2 mots très importants qui sont apparus dans les questions. La différence entre résilience et adaptabilité. Donc peut-être si on peut reformuler justement ces différences pour ceux qui nous rejoignent entre résilience et adaptabilité. Et l'autre mot que tu as prononcé, c'est le mot souffrance. Et il y a effectivement une question qui revient. Ça veut dire, est-ce que la souffrance est nécessaire dans ces différentes étapes de résilience ? La question est pour moi. Oui. Eric, tu veux voilà, Eric, pour moi, l'adaptabilité, c'est du jeu. Hein. Il y a encore du jeu de l'existant. Donc, on joue avec soi-même, on cherche, on teste. Ce droit à l'erreur va être très important dans l'adaptabilité. Dans la résilience, alors, effectivement, pour tous ceux qui n'ont pas vécu une expérience de mort, c'est une première souffrance. Après, on l'apprivoise. Toutes les entreprises qui sont tombées, qui ont résilié, il y en a des milliers, beaucoup de startups, hein, mais même des grosses qui sont devenues maintenant Apple, Microsoft, Deezer, voilà, LinkedIn même, pour ne citer que ça, elles ont résilié. Oui, parce que la mort n'a jamais été agréable. Hein. Depuis toujours, depuis qu'on est, on a cette peur de la mort et cette souffrance de la fin de quelque chose, d'une modélisation qui ne marche plus, d'un cap, hein, d'un sens qui ne marche plus, il faut renaître autrement avec d'autres choses. Et effectivement, voilà, les deux sont possibles. En tout cas, les deux, on s'en sort. C'est ça qui est bien. Eric, veux-tu rajouter quelque chose ? Oui, je dirais que l'adaptabilité fait partie de la résilience. On peut être adaptable dans un processus continu. La résilience, la caractéristique de la résilience, c'est qu'on sort de quelque chose qui est très traumatisant. Et donc, il faut dépasser le traumatisme, on change de paradigme. Et donc, on
c'est cette notion de rebond, hein, c'est cette capacité à changer de paradigme avec un événement particulièrement traumatisant qui peut être, qui de fait, à partir du moment où il est traumatisant, induit effectivement la plupart du temps un certain nombre de douleurs. Deux choses pour rebondir sur ce qu'a dit Clémence. Elle insiste beaucoup sur cette notion d'incertitude qui est très très forte dans laquelle on est en ce moment, et je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Et je crois que du coup, il faut se dire quel est le rôle des dirigeants dans l'incertitude. Puisque justement, alors il y a ces différents niveaux d'incertitude que Clémence a très bien décrit, et du coup, et par rapport à cette notion de résilience précisément, parce que la résilience va se construire s'il y a quand même de la confiance et un certain niveau d'optimisme. Et si on est dans une pure incertitude qu'on diffuse sur l'ensemble de l'organisation, ou plutôt avec une absence de contrôle émotionnel et qu'on amplifie les émotions d'inquiétude à l'intérieur de l'organisation, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à être dans la résilience. Et donc, face à l'incertitude, il y a deux idées en tête simples que le dirigeant doit avoir. C'est que, il doit, d'une part, avoir un discours qui simplifie quand même les problématiques, parce que la complexité avec l'incertitude, alors là, on est absolument certain de créer des émotions très négatives. Et la deuxième chose, c'est que son rôle est de réduire l'incertitude. Alors, pas en disant « je sais où on va », puisque par définition, il ne sait pas. Mais le dirigeant dans l'incertitude, il est un peu comme un capitaine de bateau qui navigue dans le brouillard. Il sait pas, et puis il n'a pas d'instrument de navigation. Donc, il ne sait pas du tout où est-ce qu'il va, il ne sait pas du tout ce qu'il y a devant lui. Mais en revanche, ce qu'il connaît bien, c'est son bateau et son équipage. Et donc, il y a des éléments de certitude dans l'incertitude. Et il faut construire sur qu'est-ce qui nous permet d'avoir confiance dans l'incertitude. Donc ça, c'est très, très important pour le dirigeant d'avoir cette double idée en tête. Je réduis l'incertitude par rapport à ce que je connais et ce sur quoi je peux agir. Et je simplifie mon discours et évidemment ce que je vais demander aux acteurs. Donc, on est dans des moments, la résilience, où ce qu'on dit tous tout le temps, la priorisation, etc., est très importante. Là, ce n'est pas que c'est très important, c'est que on ne peut pas faire autrement. Si on ne simplifie pas, si on n'enlève pas plein de choses, et d'ailleurs, ça a été une des raisons de la capacité à avoir pu faire face pendant cette crise, c'est que comme on était dans une urgence et une crise très importante, on a considérablement réduit le nombre de contraintes qu'on avait pour être que sur l'essentiel. Et la plupart des entreprises ont très, très bien réussi là-dedans, en faisant comme ça. Donc, attention à garder ces capacités-là. Et pour le chef d'entreprise, il faut qu'il ait ces idées très simples, très claires, simplification, donc priorisation, renoncement à plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont très, très bien, mais on ne va pas les faire. Et puis, ramener l'ensemble de son corps social sur quelles sont les certitudes qu'on a dans l'incertitude. Merci Eric pour cette reformulation des deux rôles du dirigeant dans cette résilience. Clémence, alors comment on construit la résilience? Est-ce que ça s'apprend? Oui, le son est mis. Oui, ça s'apprend d'être résilient. D'abord, c'est le premier point pour le dirigeant, c'est s'autoriser, de se donner une autorisation à soi-même, de faire face au déni, mais au déni de tous les autres, de l'environnement, qui vont vous dire « mais non, ça va aller, ça va se passer ». Non, on est dans une situation, dans la résilience, on accepte que la situation soit irréversible. Et on ne va pas chercher des coupables et perdre de l'énergie, on va chercher des solutions. Et on va s'autoriser, je vous l'ai dit, l'erreur et l'échec, mais surtout, on ne va jamais s'autoriser de ne pas essayer. Ça, dans la résilience, tous les résilients vous le diront, ils se sont tous donné l'autorisation d'essayer, de réessayer, c'est-à-dire que l'énergie de vie, elle est toujours là, elle est contrôlée. Et pour ça, il va falloir… Et persévérer, Clémence, si je m'autorise. Ouais, c'est exactement ça. Cette notion de persévérance est absolument centrale. C'est très long, le process de résilience, donc il faut tenir dans le temps. Je vous ai dit, la gestion du temps, elle est primordiale. Il va falloir faire alliance avec soi-même, en s'appuyant sur 6 ressources. Et
je pense que beaucoup, Eric les a déjà énoncés, c'est avoir ou retrouver la confiance en soi. Un dirigeant doit avoir ou retrouver la confiance en soi. Pour ça, on se fait aider si on en a besoin. On reprend son contrôle interne, donc de son hygiène de vie et de son entreprise. Donc, quelquefois, ça veut dire qu'il y en a qui ont racheté. On a vu dans les exercices, dans les témoignages de résilience d'entreprise, il y en a qui ont racheté leur entreprise, qui avaient perdu le contrôle de l'entreprise, qui ont racheté leur entreprise. C'est ça, reprendre le contrôle interne de son entreprise. On va identifier et focaliser un objectif majeur. On ne peut pas se disperser. On va donner du sens à son objectif. Alors, et les 2 points qui me semblent essentiels qu'on oublie souvent, c'est on va réinterpréter l'histoire. Tous ceux qui ont fait de la résilience ont, quand ils vous racontent leur histoire, ont réinterprété l'histoire, leur histoire de ce qui leur est arrivé, et affronter le déni extérieur. Ça, c'est très important. Il faut oser faire ce que les détracteurs n'osent pas faire. Quand je donne cette autorisation à ceux que j'accompagne de oser faire ce que les autres n'osent pas faire, mais qu'au fond d'eux, ils savent que c'est ça qui va leur donner ce rebond et cette énergie transformante, il faut se donner cette autorisation. Et c'est souvent l'extérieur qui font ce qu'on appelle, nous, un deuil bloqué et l'impossibilité de transformer quelque chose. Alors, effectivement, on n'oublie pas qu'on se construit, on n'oublie pas que l'ego, pas l'orgueil, se construit sur l'altère. Donc, on ne sait pas qu'on s'isole de l'extérieur, au contraire, mais on va vraiment tenir compte de tout ce qui émane de soi. Et même si ce n'est pas fait à l'extérieur et que les détracteurs déjà vous disent que ça ne va pas, il faut y aller. Alors Clémence, aussi dans le cadre de nos échanges, on parlait des outils concrets, ou en tout cas ce qui a été mis en place dans la gestion de crise, le pilotage, notamment les cellules de crise. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces cellules de crise, maintenant? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les continue? Ah non, la crise n'est pas finie, elle fait que commencer. On a quitté juste la phase de résistance. Et là, on est dans la phase d'adaptation, de transformation, où on rentrera peut-être dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vous voyez, j'ai déjà utilisé, moi, le « ou ». C'est même plus le « et si », c'est tous les champs possibles s'ouvrent. Et effectivement, la cellule de crise, elle va être renforcée parce qu'elle a forcément eu des points de faiblesse. Et dans la résilience, alors ça, c'est très intéressant, on l'appelle, la cellule de crise, pour moi, c'est ce que j'appelle, si j'avais 6 conseils à évoquer, c'est un tuteur de résilience. C'est entendre ce que vous devez entendre et non ce que vous voulez. Elle sert à ça, la cellule de crise aussi. Un autre point qui va être fondamental, c'est être stable émotionnellement. C'est hyper important. Alors, souvent, le dirigeant se contient à l'entreprise, mais pas en famille. Or, on a vu que dans cette crise, la particularité, c'est que vie professionnelle et vie personnelle, familiale, couple, tout était mélangé. Et j'ai eu beaucoup de dirigeants que j'ai accompagnés là, où ça a explosé au sein du couple. Et ils ont essayé de, parce que, évidemment, toute l'énergie était focalisée sur Et puis, il y en a d'autres, au contraire, ça a été merveilleux, ça a été une façon de réharmoniser la famille. Mais on voit bien que ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on ne peut pas disperser son énergie. Et pourtant, on a besoin d'être stable émotionnellement. Et ce qu'on vit dans sa vie personnelle rejaillit sur sa vie professionnelle. Donc, évidemment, les 3 notions qui sont de base pour une stabilité émotionnelle, c'est la confiance, c'est le plaisir, et puis le calme. Le calme malgré la tempête tout autour, ou l'incertitude. Ça, c'est le deuxième point. Alors, oui, quelque chose qu'on oublie quelquefois, et il est bon de le rappeler, en tout cas de s'autoriser à le dire, c'est fuir les relations toxiques qui vous tirent vers le bas. Sachez vous entourer. Souvent, on l'oublie. Allez chercher à l'extérieur quelqu'un qui n'a pas d'enjeu avec vous pour avoir ce que j'appelle une écoute. Une écoute pas complaisante, mais une écoute pour pouvoir s'entendre dire même ce qu'on ne veut pas se dire à soi-même. On va pratiquer aussi une autre chose. Souvent, dans la résilience, on observe qu'il y a beaucoup d'abandon. Et il va falloir protéger son mental des raisons d'abandonner. D'abandonner des collaborateurs, d'abandonner un projet, d'abandonner… Parce qu'à l'extérieur, vous allez avoir beaucoup de signes de dire que ce n'est pas faisable, puisque c'est nouveau. Et bien, ce que j'appelle pratiquer l'autodéfense intellectuelle. Protéger votre mental des raisons d'abandonner. Ça, c'est un des principes fondamentaux de la résilience. On pourrait dire qu'après-guerre, ceux qui ont voulu chercher leur famille n'ont pas abandonné alors qu'on leur avait dit que c'était impossible de les retrouver. C'est-à-dire qu'il faut tenir le coup, cette persévérance, et se faire… notre mental va nous jouer des tours, va dysfonctionner parce qu'on se fait peur. Les 2 derniers points, pour ne pas abandonner, il va falloir avoir une autodiscipline de travail. Alors, ça, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est des heures régulières de lever, des heures régulières de repas. C'est entraîner
sa résistance à la persévérance, c'est-à-dire on appelle ça la résistance à l'effort dans la persévérance, dans la chronicité. Soit c'est par un sport, soit c'est par une discipline intellectuelle. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup conseillé pendant le confinement à ceux que j'accompagnais à faire des nouvelles formations pour s'entraîner à aller chercher et tenir, parce qu'une nouvelle formation, dès que vous êtes fatigué, vous êtes couché trop tard et tout le lendemain matin, vous n'êtes pas connecté, vous ne faites pas votre formation. Donc ça peut être juste par une nouvelle formation, et peut-être que dans les équipes, on peut entraîner par une nouvelle formation, pas pour les couler, mais parce que ça entraîne à l'apprentissage, à revenir mettre en place des nouveaux modèles, des nouveaux neurones. Et puis le dernier point, et pour moi qui est fondamental, et on sait que la résilience est réussie quand on arrive au dernier point, c'est réinterpréter l'histoire en lui donnant un sens et la partager. Alors, avec de l'humour pour certains, si on a une capacité d'humour, avec de la poésie pour d'autres, avec en tout cas de l'art et de la philosophie. Et une fois qu'on peut raconter son histoire, la partager, c'est de l'altruisme. Et là, on sait que l'énergie, elle est redistribuée, que la résilience est en route. Donc, c'est vraiment des étapes qu'on peut nommer pour l'entreprise. Si je revisite mon histoire, si je dis plus que c'est la faute des autres, mais que je me remets à compter sur mes ressources, à rassembler mon énergie, à lui redonner un sens, à recréer une nouvelle énergie, eh ben, je vais réinterpréter mon histoire, pouvoir la partager aux autres. Et cet altruisme, il va être fondamental, c'est un des signes très importants. Tous ceux qui ont vécu une résilience, ils ont derrière, je ne sais pas si on dit augmenter, mais en tout cas, tout d'un coup, on se rend compte de leur altruisme. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, on n'a plus peur des autres et de soi, on donne, c'est tout. Et là, ça va être la transformation résiliente gagnante. Merci Clémence. Alors avant, juste vas-y un Eric, petit je t'en mot prie. pour compléter là, ce que Bien vient de dire sûr. Clémence par rapport à cet aspect, comment dire, discipline individuelle. Et par rapport à cette notion de gestion des émotions. Je voudrais dire trois choses. Sur la gestion des émotions, la première chose, c'est que si on n'est pas vigilant, on sait tous qu'on a plus d'émotions négatives que positives. Or, les émotions, si on ne travaille pas autour des émotions positives, c'est-à-dire si on ne s'y prépare pas, si on ne les savoure pas, un peu comme on savoure, si on n'en parle pas, on a beaucoup plus dans une journée d'émotions négatives qui nous marquent que d'émotions positives. Donc, il y a une démarche active à avoir sur ces émotions positives. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai dans cette réunion qui a été positif et dont j'ai tiré de la satisfaction, etc. Donc, il faut cultiver ça. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une gestion de ses préoccupations. En gros, si on devait être très schématique, on a trois types de préoccupations, ce qui est contrôlable et simple, donc qui se note dans un agenda et il suffit de le faire. Ce qui est contrôlable et complexe, qui suppose d'avoir un temps consacré pour y travailler. Mais si je n'ai pas ce temps-là, ça tourne. Et puis, ce qui est incontrôlable. Et là, ce qui est incontrôlable, quand je commence par exemple à être préoccupé par le fait que ma famille pourrait être malade et que ça m'empêche de dormir le soir, là, les techniques sur ce qui est incontrôlable, c'est des techniques de pleine conscience, c'est des techniques de méditation qui m'apprennent à ne pas me laisser envahir par ce type d'émotions. Et puis, dernière chose qui me paraît très, très importante, c'est que on est dans un moment dans lequel, dans cette discipline, le sujet majeur qu'on a tous, outre ces questions émotionnelles, c'est nos questions autour de notre concentration. C'est-à-dire qu'on va avoir on est de façon habituelle, hein, on sait bien que l'attention et la concentration sont nos biens les plus rares, et donc il faut qu'on ait une discipline par rapport à ça, et la discipline, elle est assez simple, elle est avant chaque tâche d'avoir le temps de réfléchir à sur quoi je dois me concentrer dans ces moments-là. Ensuite, pendant la tâche, je vais perdre ma concentration, donc je dois avoir un discours intérieur en disant je sais que je dois me concentrer là-dessus. Mais si je n'ai pas réfléchi avant, dès que quelqu'un dit quelque chose que c'est un peu trop long, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je fais autre chose. Donc, je dois rester concentré. Troisième point, c'est que je dois avoir des temps très courts, mais de récupération dans la journée. Donc, là encore, on peut faire des temps de méditation minutes, sur une minute ou deux, mais qui me permet de récupérer. Et surtout, je dois sortir de cette tentation permanente que j'ai et qui monte avec
l'énergie, la pression, etc., d'essayer de traiter les choses en simultané. Donc, je suis en train de vous parler, je regarde en même temps les SMS que j'ai reçus, je jette un œil à mes mails, je vais sur tel réseau social, je regarde un certain nombre d'informations. Il faut bien comprendre que ce mode de fonctionnement est épuisant, absolument épuisant et relativement inefficace. Donc là, dans la discipline, ce travail-là est absolument central. N'oublions pas, hein, on passe de la phase de résistance à la phase d'endurance, on passe du sprint au marathon. Donc, dans cette phase d'endurance, il faut que je me prépare à ne pas me laisser piéger par la fatigue. Merci Eric. Alors, pour répondre à une question sur la reformulation effectivement des 6 ressources dont parlait Clémence tout à l'heure, je récapitule. Il y a donc, Clémence, je te permets, tu m'interromps si je... Confiance en soi, reprendre le contrôle interne, avoir un objectif majeur, donner du sens, réinterpréter l'histoire et affronter le déni extérieur. On a parlé jusqu'à présent effectivement du dirigeant et de ce qu'il devait mettre en place pour justement appréhender la résilience. On est dans une phase de marathon, les collaborateurs sont au travail ou pas encore, sont en télétravail, vont revenir sur site ou pas. Comment on va créer ce nouveau futur et comment on va pouvoir faire émerger des dynamiques collectives? Eric? Alors, au-delà de... Alors, il y a plusieurs points dans ce qu'on est en train de vivre. C'est que, d'une part, il y a cette nouvelle donne qu'ont beaucoup d'entreprises qui est autour du télétravail. Alors, on n'est pas dans les entreprises de production, quoique les sièges sont souvent en télétravail. Et ce qui est très intéressant et très frappant, c'est que dans ces phases de télétravail, presque tous les collaborateurs, enfin en grande majorité en tout cas, considèrent qu'ils ont plus d'autonomie, ils sont plus efficaces et ils ont une meilleure relation avec leur manager. Et de fait, là, il y a une mécanique dans le télétravail qui fait que le télétravail nous oblige à être beaucoup plus factuel, pragmatique et sur le contenu des tâches. Et de ce point de vue-là, tout le monde, dans un premier temps, trouve que c'est beaucoup plus efficace et ça l'est. Tout l'enjeu qu'on va avoir, et tant que ça dure que 2 mois, on n'a pas la question de la dynamique collective. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la question de la dynamique collective parce qu'on est tous mobilisés sur quelque chose qui nous met en communion. Ce qui peut être de plus en plus dans nos sociétés, on a du mal à trouver des sujets comme celui-là. Et là, il y a quelque chose qui nous tombe, qui nous a mis en communion d'une certaine façon. On est tous sur le même sujet. Et donc, on va sortir de cette phase. On va être dans des phases dans lesquelles, à la fois, la contrainte économique va être beaucoup plus dure pour chacune des entreprises. Le contexte économique va être beaucoup plus dur. Et il va y avoir nécessité de se réaligner les uns aux autres parce que dans cette période, certains ont été en chômage partiel et d'autres ont été je dirais, en surinvestissement et ont travaillé énormément, beaucoup plus que d'habitude et parfois dans des conditions à la maison assez compliquées et aléatoires. Je pense notamment aux femmes avec des enfants, ça a été vraiment compliqué à gérer. Donc, on est dans un moment très, très spécifique dans lequel, il faut que les gens partagent ce qu'ils ont vécu en termes de ressenti. Ça, c'est absolument indispensable. 2, il faut que les gens partagent ce qu'ils ont gardé de positif dans leur façon de travailler, et qu'ils veulent garder dans le futur. Donc, comment ils construisent des nouvelles modalités de travailler ensemble, parce que le fait d'avoir enlevé tous les artefacts de notre vie quotidienne pour être tous sur la même chose nous a permis d'avoir une efficacité particulière. Et il faut le formaliser pour pouvoir le pérenniser. Troisième chose qui va être essentielle, c'est qu'on a besoin de reprioriser les choses, je disais tout à l'heure, d'être sur très peu de choses, mais tous en même temps sur la même chose, avec cette nécessité du sens dont parlait Clémence, qui est absolument essentielle et centrale. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que la distanciation
va avoir comme effet d'atténuer la qualité relationnelle entre les acteurs, parce que dans la distanciation, on perd énormément, notamment de ce qu'on appelle le langage non verbal, qui nous permet de capter les uns et les autres sur le plan émotionnel. On voit bien que tous les outils, quelle que soit leur qualité, dès qu'on est plusieurs, on perd ça. Et on perd les moments informels. Donc, on perd tous les moments de régulation, de régulation des tensions, des rumeurs, de tout ce qu'on peut. La machine à café a une fonction très importante. D'ailleurs, on a fait des séries autour de ça, parce que c'est un tel est en train de faire ça, ben non, oui, ah oui, tu penses ça, etc. Et on discute des choses et on régule. Et quand on n'arrive pas à réguler, ça remonte. Alors que là, chacun dans son coin, on peut commencer à avoir des petits vélos dans la tête qui tournent. Donc, on a besoin absolument de trouver, d'être très vigilant à la dynamique collective et de créer des temps qui permettent cette vraie dynamique collective. Et je pense qu'on ne se passera pas de temps physique, où on va se retrouver physiquement. Parce que ces moments informels, on n'arrive pas réellement à les créer par cette distance. Et puis, on a un dernier point qui est la gestion de l'énergie. Parfois, certains ont besoin de remonter en énergie. Avoir été en chômage partiel et être senti un peu exclu pendant toute cette période, ça suppose de se remettre dedans, de remonter en énergie. Et puis certains, au contraire, on le disait tout à l'heure, ont besoin de réguler leur énergie pour qu'elle puisse être durable. Voilà les éléments absolument essentiels. Débriefer en commun ce qui a été vécu, capitaliser sur ce qui était très positif et qu'on veut vraiment garder dans notre façon de travailler ensemble, être très aligné dans un sens commun et des priorités, recréer une dynamique collective et être extrêmement vigilant au fait que ça n'était pas un sujet, mais ce n'est pas parce que ça n'était pas un sujet que ça ne va pas l'être, ça va l'être. Et puis, gérer l'énergie. Merci Eric. Clémence, tu nous as parlé tout à l'heure de pistes d'action comme l'autodéfense intellectuelle, comme justement la stabilité intellectuelle du dirigeant. Est-ce que tu as d'autres pistes d'action complémentaires à celles qu'Eric vient de nous partager ? Je pense qu'Eric a fait un beau panel de ce que je pratique au quotidien au cabinet et entreprise, effectivement, quand j'accompagne pendant une journée ou que je fais dans les bootcamps. Voilà. Et effectivement, il y a ces temps ensemble qui, j'entends tout le temps dire, les travailleurs, grâce à ça, je fais plus de 4 heures de trajet par jour. Je suis plus efficace. Quand on est en réunion Zoom 2 à 2, ça va, je te vois, Sidonie, mais par contre, là, je ne vois pas tous les participants. Donc, c'est vrai que je n'ai pas ce retour non verbal. Je vois juste dans une... Voilà, quand je te vois à l'écran, quand je vois Eric, là, j'ai un retour qui me dit si on est en congruence, si on se comprend, si on partage quelque chose ensemble. Dès qu'on est sur une équipe de 8, 10, il va falloir faire des temps ensemble. Ces temps, tous les salariés pour le moment, ce qui remonte en information, c'est pour faire juste du débriefing comme ça, 2 à 2, 2 à 3, on n'a pas besoin de venir sur le site. Mais on a besoin de voir l'équipe et là, on s'attend à autre chose. On s'attend à de la relation humaine. On s'attend à avoir de l'accueil, de l'écoute, de la bienveillance, de la joie d'être ensemble, partagée, de l'énergie positive partagée ensemble. Et donc, c'est pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir travaillé individuellement. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec mes valises d'embrouille. J'arrive avec avoir digéré moi-même avoir réglé moi-même tout ce qui au fond de moi est perturbé. Donc, ça va demander un travail individuel pour pouvoir que quand l'énergie soit collective, ce soit une énergie stable qui puisse donner fruit à quelque chose de positif. On pourrait dire une fleur qui s'ouvre en tout cas. Et c'est un sacré nouvelle façon de manager. Parce qu'en fin de compte, c'est très difficile pour le manager. Il va devoir travailler en one-to-one, il va devoir travailler en équipe, il va devoir fédérer, il va devoir être authentique, on en a parlé toutes les deux, mais pour être authentique, faut-il pas avoir de conflit intérieur ? Parce que sinon on masque, on tronque, on fait comme on peut, pas par malversation, juste parce qu'on essaye de tenir à l'intérieur, de se contenir. Et c'est pour ça que l'équilibre personnel, la gestion de l'énergie, si je suis crevée parce que je ne dors pas bien, le lendemain matin, ce n'est pas question que je sois de bonne humeur, clair d'esprit, agréable. Et finalement, tout ce qu'on va me dire, je vais en faire une affaire personnelle au lieu que ce soit effectivement m'entendre dire quelque chose qui est la réalité, que je n'avais peut-être pas envie d'entendre, mais qui va me permettre de corriger, d'essayer, de recommencer, de me donner le droit à l'erreur. C'est toute cette transformation-là qui est en jeu. Donc oui, il y a un temps collectif qui est absolument à redéfinir.
je précise qu'en ce moment, toutes les équipes qui sont revenues sur les sites, elles sont mobilisées, elles ont pareil, un axe commun qui est de refaire repartir la machine. Donc, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec les équipes sur le site. J'ai plus de problèmes sur le télétravail, de remonter du souci en me disant qu'est-ce qui va se passer si je reviens sur le site? Si c'est pour faire comme je faisais en télétravail, je n'ai pas besoin d'aller sur le site. Donc, qu'est-ce que le site va me proposer qui m'apporte un plus que je n'ai pas en télétravail? C'est ça la bonne question. Il nous reste 3 minutes. Merci Clémence. Je voudrais revenir sur 2 questions qui sont apparues lors de ce live. On en a répondu à certaines déjà. La première, c'est comment on fait pour tenir dans la durée ce fameux marathon. Et la deuxième, c'est en tant que dirigeant, je suis stable émotionnellement, j'ai mon autodéfense intellectuelle, je repère des collaborateurs qui pourraient éventuellement, eux, être en difficulté. Quel est mon rôle? Est-ce que je le signale? Est-ce que je suis force de proposition pour qu'ils se fassent accompagner? Je vous laisse répondre, à vous de me dire qui souhaite répondre à ces 2 questions, ou chacun une question peut-être. Alors, je traite la première parce que je pense qu'Éric, il a même écrit un livre sur la deuxième. Donc, la première, oui, oui, pour tenir, il faut dormir. Je vous rappelle que quand même, c'est la principale ressource. Donc, il va falloir porter attention encore et à nouveau sur votre sommeil, c'est-à-dire sur votre besoin de sommeil aux bonnes heures. Et pour tenir, il faut dormir, ce qui offre de la clarté d'esprit, de la récupération physique, parce que ça se passe dans le corps, dans le cerveau et dans les émotions, et de la stabilité émotionnelle et de la concentration. Il est impossible de demander à quelqu'un qui ne dort pas assez de bien se concentrer et de bonne humeur le lendemain. Là, je n'ai pas de pilule magique. Il faut dormir, et si on n'arrive pas à dormir, c'est qu'il y a un stress, une anxiété qui n'a pas traité en amont. Donc, on se fait accompagner, oui. Tout le monde a besoin d'être accompagné en période de crise. Il n'y a pas besoin d'avoir un trauma particulier. Se faire aider pour tenir, justement. Le chemin, c'est important. Merci Clémence. Éric, sur la deuxième question, justement, sur l'accompagnement des collaborateurs. Un tout petit complément par rapport à ce que dit, je crois complètement d'accord avec ce qu'elle dit sur cette capacité, cette nécessité de dormir. Il y a aussi cette question pour tenir dans la durée, c'est qu'il va y avoir plein de doutes tout le temps. Et il va y avoir plein de situations de découragement. Et il y a vraiment quelque chose autour de comment je reviens à ce qui me donne confiance en moi parce que j'ai réussi dans des contextes que j'ai oubliés à quel point c'était difficile. Mais comment je reprends à chaque fois confiance en moi. Il y a vraiment ce travail autour de ça qui permet de tenir dans la durée. Les collaborateurs qui ne vont pas bien, oui, alors premier point, c'est important, et c'est un rôle des managers et des dirigeants d'avoir un suivi des collaborateurs, pas seulement sur leur travail quand ils sont en télétravail, mais sur leur état. Et donc, il faut avoir des entretiens spécifiques, et ce n'est pas juste « Ah bon, comment tu vas en 2 minutes, comme ça, ah bon, etc. » Il faut avoir des entretiens un peu spécifiques sur comment ça se passe, comment tu le vis, comment tu t'organises, qu'est-ce qui est difficile, pourquoi c'est difficile, etc. Est-ce que justement tu dors bien? Et quand quelqu'un ne va pas bien, 2 choses, c'est est-ce qu'on est dans un sujet qui est du registre du champ de l'entreprise et qui est du registre managérial, et donc là, c'est du rôle du manager et du dirigeant de traiter ça, ou est-ce qu'on est dans le champ qui est un champ qui n'est pas celui de l'entreprise, qui est un champ d'une difficulté personnelle qu'a un individu à un moment donné, et là, le manager n'est pas un thérapeute. Attention à ne pas lui donner en plus cette responsabilité-là, il en a assez comme ça. Donc surtout, n'essayez pas de traiter les gens qui ne vont pas bien dans vos équipes pour des raisons, ils ont un problème de couple, l'exemple que donnait Clémence tout à l'heure, parce que le confinement a fait éclater le couple, etc. Donc là, le manager n'est pas du tout là pour aider là-dessus, il en tient compte évidemment, mais il faut qu'il oriente de façon assez soulignée, parce qu'il faut que ce que disait Clémence, il n'y a pas besoin, il faut se faire aider. Il faut vraiment dédramatiser l'aide, psychologiser l'aide qui paraît tout de suite dès que c'est psy, c'est parce que je suis fou. C'est pas du tout ça. C'est simplement que dans les périodes de crise, avoir quelqu'un qui vous aide à prendre du recul, qui vous aide à gérer les choses. Et là, c'est pas forcément le manager quand on a affaire à des situations personnelles.
Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Clémence. Il est 14h16, le live prend maintenant fin. Alors pour les éléments récapitulatifs, l'importance sur effectivement le débriefer avec ses équipes sur les ressentis, comment on va capitaliser sur ces dernières semaines que l'on a vécues, et l'objectif est de comment on va pouvoir en équipe s'aligner vers un sens commun et se donner les bonnes priorités. Merci à vous deux, merci à tous pour votre participation et votre écoute. Demain, un nouveau live vers un nouvel élan collectif. Jeudi, un autre live sur faire face au deuil. Merci beaucoup et bon marathon à tous et à toutes. À bientôt.